on en parlait et si on osait évoquer ce sujet de la solidarité qui est l'une des valeurs quand même propres à ce continent noir, à l'Afrique, où toutes les filles et tous les fils vivent en ayant à l'esprit de toujours voler au secours d'un proche, d'un ami, d'un parent, même quelqu'un, un voisin, quelqu'un même de très loin. En tout cas, au Bénin, c'est presque une prescription sociale, mais c'est vite arrivé de crouler sous le poids de ces charges, de ces sollicitations qui vous tombent dessus parfois sans prévenir. Alors la question est de savoir comment gérer ces genres de situations, pas très souvent faciles. Roch. Oui, des situations pas souvent très faciles. Au nom de la solidarité familiale, l'assistance à la famille élargie doit-elle être une obligation ou un acte de générosité? Y a-t-il des risques à porter assistance à sa belle famille ou à sa famille? Nous faisons le débat avec nos invités. J'ai le plaisir de vous présenter Kwame Messan Jonas. Bonjour. Il est artiste, il est béninois, mais depuis quelques années, il a fait l'option d'aller vivre à l'extérieur, plus précisément en Espagne. À Valencia, oui. À Valencia. Oui, vous savez, l'importance de sa présence sur ce plateau, c'est qu'il va partager avec nous les réalités culturelles. De l'autre côté, est-ce que l'assistance à la famille élargie se fait également de l'autre côté? Si oui, comment? Eh bien, sous quelle forme? Il nous dira également comment ça se passe de l'autre côté. Et en face de lui, nous avons une grande dame. Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur le journaliste. Madame Sebede Alibono. Oui. Vous êtes psychologue clinicienne. C'est exact. Merci beaucoup. C'est plutôt moi. Voilà. Oui. Très bien, déjà. Alors, je voudrais vous demander, comment appréciez-vous la générosité qui caractérise le peuple noir en particulier? Merci bien de m'inviter sur ce plateau. Je dis bonjour à tous les amis téléspectateurs et téléspectatrices. Je suis très modeste et très jeune pour apprécier la générosité qui qualifie le peuple noir. Ouais. Je l'ai constaté, je l'ai vécu en tant que personne qui est née en Afrique, et qui est née particulièrement au Bénin. Et je l'ai vu également dans mon éducation. Donc, du coup, c'est comme un héritage tout naturel. Ouais. Alors, c'est comme un capital plus ou moins particulier, remarqué chez des personnes qui vivent en Afrique ou qui sont nées en Afrique et qui permet de tisser un lien de sang davantage, un lien fraternel, un lien amical pendant les moments de joie et pendant les moments de difficulté. Donc, c'est tout simplement ce que j'ai remarqué d'abord. On aura le temps de voir un peu les motivations, les contraintes et autres pendant l'émission. Ouais. Et c'est ce que nous allons essayer de voir rapidement aussi, prendre l'avis de M. Jonas sur le sujet. C'est vrai que vous vivez depuis un certain moment en Occident, mais avant, vous êtes quand même resté chez vous au Bénin, où vous avez vu les réalités socio-culturelles. Est-ce que vous avez eu le temps quand même de sentir que chaque Béninois essaie quand même d'aider son proche, l'un des membres de sa famille? La question se réfère aux Béninois ici au Bénin, parce que j'ai vécu toute ma vie ici avant de partir quand même, ou les Béninois hors du Bénin? Non, ici d'abord, avant d'aller voir de l'autre côté. Je pense que c'est pas une question d'avoir le temps, c'est un vécu de tous les jours. Voilà. Et humblement, je pense que nous disposons de deux mains pour nous servir d'une et laver l'autre. C'est tout naturel, c'est un message qui va avec nous. D'accord. Et je ne vous amène pas à l'église, je ne vous amène vers aucune religion spéciale, mais c'est l'humanité. Est-ce que vous sentez justement cette générosité-là de l'autre côté également que partagent les habitants qui sont là-bas en Occident? Est-ce que vous sentez les mêmes réalités culturelles? C'est compliqué parce que quand on parle d'Occident, on parle de beaucoup de choses. Et ils ne sont pas pareils. Même les États-Unis ne sont pas unis. Et
C'est bien envoyé. Hein? Oui. L'être humain est spécial. Et l'être humain est égoïste. L'être humain est égocentrique. Et ça fait partie de l'humanité. Si on se met à généraliser, on peut se heurter contre un mur bien glacé. Je suis passé en France. Je sais comment ça s'est passé. Je suis passé en Espagne. Je suis rentré en Espagne. Je sais comment ça se passe quand tu demandes une information à quelqu'un. Donc, on ne peut pas généraliser les choses. Et même dans la même France. D'accord, parlons alors de l'Espagne où vous êtes aujourd'hui. Ouais. Je pense qu'en Espagne, ils sont un peu plus proches de nous. Ils sont chaleureux, encore. Et ils ont ce truc-là que je peux appeler le temps pour l'autre. Ce qui est important. Mais en matière de générosité, il y a un aspect qu'on oublie. Et je ne sais pas si c'est un mot que je n'ai pas connu avant de quitter le Bénin, où j'ai étudié français. Altérité. L'aspect altérité, ça existe en français. C'est-à-dire l'altérida, c'est un peu comme vous qui êtes là, moi je viens et je ne me mets pas à votre place, mais je pense automatiquement que vous avez besoin de moi. Je viens et je vous apporte, je pense vous apporter quelque chose et peut-être dans cette générosité, je vous choque. Donc ça arrive souvent chez nous ici au Bénin. L'assistance aux proches, ici, il y en a beaucoup. En Espagne, il y en a chaque fois moins. Prenons l'exemple de nos propres parents. À un certain âge, les papas et les mamans sont allés déposer dans des maisons qu'on appelle des maisons d'accueil. Des maisons d'accueil. Parce que nos parents deviennent une charge pour nous. Ou des maisons de retraite. De retraite, voilà. Et on paie beaucoup d'argent, on fait payer beaucoup d'argent pour que d'autres en prennent soin que de se souvenir. J'ai été bébé et aujourd'hui c'est lui mon bébé. Et prendre ta maman, cuisiner pour ta maman, faire de la réflexologie pour ta maman et voilà, partager réellement. Ils ont perdu ça là-bas. Donc encore non, mais j'ai peur que ça se passe ici. Parce que nous, on suit l'Occident. On est dans le suivisme, on est dans le copier-coller. Ça vous fait peur. Alors tout à l'heure, Madame Sebede, vous disiez déjà qu'on va essayer de voir les causes, les motivations. Les motivations qui amènent à être généreux vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de sa belle famille également. Oui. Je pense bien qu'au-delà des faits liés à l'histoire et au-delà également des faits peut-être que nous n'apprécions pas de façon objective, il y a le fait éducatif. Je remarque que ça ne tombe pas du ciel comme ça, que les personnes soient disponibles pour les autres ou que des personnes développent de la générosité pour des parents, mais c'est parce qu'ils ont vu leurs parents, leurs grands frères, leurs grandes sœurs ou leur environnement agir comme ça et que cela a été valorisé, inculqué depuis l'enfance, que du coup, on se sent naturellement dans l'élan de le faire, au point de croire que c'est Dieu qui nous a envoyé ça. Donc, c'est lié à une question comme de... je disais tout à l'heure, c'est devenu une prescription sociale. Hein, oui, c'est ça. On ça. ne peut s'en passer. C'est une transmission qui ne dit pas son nom et qui est promue, qui est valorisée, qui est encouragée et qui est liée d'abord à la question de sang. La générosité, la solidarité, c'est d'abord dans le cercle familial, c'est le lien de la mère à l'enfant, le lien du père à l'enfant, c'est la fratrie, et plus tard ça serait l'école, la rue, l'apprentissage, et plus tard ça serait la belle famille et les amis de la belle famille aussi. Vous savez, Madame Sebede, c'est vrai que nous sommes en Afrique et généralement lorsqu'un enfant arrive à percer dans la famille, c'est comme si c'est un péché qu'il a commis. Toutes les charges, tous les yeux sont rivés vers lui, toutes les charges de la famille et même de la famille élargie. Ça va même jusqu'au village, tout pèse sur lui. Comment vous appréciez cela? Est-ce qu'il est obligé de répondre aux sollicitations de sa famille ou bien comment vous voyez cela? Je pense que
les peuples africains, et comme nous parlons du Bénin, le Bénin a connu une histoire d'introduction de l'école. Oui. Vous voyez, quand nous parlons d'évolution, nous pensons un peu plus rapidement à la suite de l'école, la scolarisation, l'université, ou tout au moins que la personne est instruite et à un certain niveau social et a pu percer pour avoir de l'argent. Donc, nos sociétés sont un peu comme s'il y avait plusieurs catégories de statuts. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas eu, entre griffes, la chance d'être scolarisés, d'être instruits, de voyager ou de venir à Cotonou. Et ceux qui ont eu, en griffe, l'opportunité de sortir du monde classique, traditionnel, pour venir à Cotonou, pour étudier ou pour avoir de l'argent et autres. Donc, du coup, les autres pensent que ceux qui ont eu cette opportunité ont une redevance, ont un devoir vis-à-vis d'eux, comme s'ils étaient défavorisés dans un système. C'est ça. Mais ça va un peu plus loin. C'est un peu comme le regard aussi quelquefois des Africains vers l'Europe. Un peu comme l'Europe est le paradis et on est un peu l'enfer, donc on va espérer quelque chose. Et effectivement, et ça m'amène à demander à votre vis-à-vis, vous qui vivez en Europe, est-ce que vous pensez que les regards sont rivés sur vous? Personne ne sait comment vous vous débrouillez là-bas pour joindre les deux bouts. Est-ce que vous pensez ou vous avez l'impression que ce n'est pas forcément la famille, hein, des amis qui savent que vous êtes de l'autre côté, que vous avez percé? Rien qu'à l'idée de savoir que vous avez pu prendre l'avion et partir pour l'Europe, on ne veut même pas savoir les raisons qui vous y ont amené. Tout de suite, on trouve que vous avez réussi et donc du coup, ça tombe de partout. Les appuis, l'aide. Ah, monsieur Kwame, ah, comment ça va? J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, comme si là-bas, les euros, ça pleuvait. La télé, c'est une question de temps. Mais dans le briefing hier, j'avais pensé que si on pouvait caler une musique qui parle exactement de ça, ça aurait été bien. Mais étant la télé une question de temps, nous gagnons celle que je vais vous faire la capella. D'accord. Elle s'appelle Yovo Tomé. Europe. Oui. Akwetinde makaro Yovo Tomé, jomino fono lo liliwe, domina ijo do huedo. Agama nyonu khede chobo khe fono le zizoe, mi makbondo khe tongone, nuwa jolo mize hueu. Hachero daye, oyege, nuego jekpondo do chi hueo, dagbeje na nyi seyada, adiwe hode na to, do atoye, oyege, nuego jekpondo do chi hueo, dagbeje na nyi seya papa, adiwe hode na to. Voilà. Thomas Seahwa, Noma Seahwa, Adana Gbowe Chobonu Kike Nangolo, Sahonton Webodoto, Donoviche Webodoto, Medele Kati Yele no Dwalipa, Anaso Mazo Alo We Manado, Yovo Tome Vodu Yewe, Meye Modona Leni Donugbo, Vile Kayi, Yovo Tome Boa, Anado Nugbona Nozoto Edowe, Azande Je Gande Waje. Et Jedon Iloni Péaton, Robodo Daye, Oyege. Non, ben c'est J'ai répondu. Oui, vous avez répondu. C'est un a cappella plein de sens pour nous qui comprenons fond. Mais est-ce que vous pouvez essayer de traduire cela un peu en français pour que... De monnayer. Oui, ceux qui nous phrases. suivent puissent comprendre. Un résumé, c'est une erreur. Le fait de rêver avec voyager n'est pas un problème. C'est ça. Le fait de lutter pour ce rêve, pour le réaliser, n'est non plus pas un problème. Mais à la minute où on te met le visa dans un passeport, Oui. c'est un piège. C'est ça. Tu deviens la cible, réellement, tel que vous êtes en train de le dire, de beaucoup de gens. Et dépendant du retour ou du comportement, parce que quand toi-même tu vas, tu penses que oui, vraiment, tu es l'élu, le béni pour résoudre beaucoup de problèmes. À partir de l'instant où tu commences à dire, tu sais, cette fois-ci, je ne peux pas, tu rentres dans le champ de mire C'est ça. de certains.
D'accord. Et je pense que alors qu'ils ne savent pas l'Europe n'est pas synonyme Voilà. de Eldorado. C'est ça. Voilà. Encore que l'Eldorado, c'est pas forcément ailleurs. L'Eldorado, c'est chez soi et l'Eldorado, C'est nous soi-même. l'avons. C'est soi-même. Voilà, voilà, c'est d'abord à l'intérieur et puis on l'a sur le continent africain. Nous le démontrons toutes les fois que nous en avons l'occasion sur cette chaîne de télévision avec les différentes opportunités quand même qu'on peut arriver à Absolument. saisir. Et vous savez ce qu'il a oublié de transcrire? Il dit, celui qui est en Europe, vous ne savez pas s'il dort au bord de la voie, s'il a ses diplômes mais n'a pas trouvé à faire. Donc ceux qui ont eu la chance d'aller en Europe, à leur retour, qu'ils aient l'amabilité de dire la vérité. Ben voilà, que pensent nos amis que nous avons pu rencontrer. Vous avez compris déjà, nous avons fait un petit état des lieux de l'élan de générosité des Africains qui, selon nos invités, est passé quand même de génération en génération, a donc traversé le temps. Que pensent nos amis que nous avons pu interviewer? Nous allons écouter les uns et les autres. Toujours recommander d'aider ceux qui sont dans le besoin, que ce soit la famille ou bien les amis, un entourage aux proches. Moi, je crois que c'est une très bonne chose de pouvoir aider les gens en termes de solidarité et en termes de bonnes œuvres que la Bible nous recommande. Lorsqu'il n'y a pas aide, lorsqu'il n'y a pas une personne consciente dans la famille, pour aider la famille à s'élargir, nous risquons de rester en arrière de notre propre développement familial. Maintenant, aider aussi, c'est en quelque sorte aussi une très mauvaise chose, je vais dire. Parce que vous êtes quelqu'un, vous avez votre travail et vous êtes à l'aise. À la fin du mois, vous payez un salaire très bien. Et subitement, vous dites que quelque chose est passé au village, quelque chose est passé ici, quelque chose est passé de l'autre côté, ainsi de suite. Mais ceux-là que vous aidez, est-ce qu'ils sont prêts à vous aider en retour? On est en Afrique, donc si on parle par exemple, tu pars d'une tante qui est peut-être sorcière ou bien qui a la sorcellerie, mais qui veut te faire du mal, peut prendre par là pour te faire du mal. Prenons le cas, elle vient chez toi te dire qu'elle n'a pas à manger, tu lui donnes à manger et tu lui remets de l'argent pour prendre du transport. Avec cet argent, elle pourrait prendre ça pour former des actes contre toi. C'est une bonne action d'aider les gens, même au-delà de la famille élargie, d'aider les gens. Mais d'autre part, c'est aussi, ça doit être limité. Pour pouvoir aider la famille élargie, il faut que je prenne d'abord c'est-à-dire je prends une partie d'abord pour mes propres besoins, pour ma petite famille, quoi, c'est-à-dire mes enfants et mon mari d'abord. Maintenant, le reste, il faut savoir, peut-être si ce mois, tu peux aider ta tante, telle tante, tu le fais avec le reste que tu as. Mais je ne peux pas aider tout le monde au même moment, quoi. On ne peut pas continuer à aider la même personne. Et peut-être une fois passant, tu vois que bon, vraiment la personne a besoin de ça, tu peux le faire. Mais si c'est de façon exagérée, je pense que tu peux décourager cette personne-là, tu peux lui montrer que c'est par le travail, il peut être libre. Voilà, nous avons suivi beaucoup de réactions assez intéressantes quand même. Et déjà, je vais inviter Madame Segbede Alibono à nous dire ce qu'elle pense de ces réactions qu'elle a entendues. Merci et merci aux personnes qui ont réagi sur vos questions. Moi, je vais juste rebondir en disant que la majorité des personnes trouvent que c'est bien d'être solidaire vis-à-vis de la famille élargie, mais qu'il faut être prudent, qu'il faut nuancer, qu'il faut se privilégier aussi. Mais je dirais à leur suite qu'il y a quand même une déformation dans nos habitudes aujourd'hui de façon générale. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire, nous mettons dans la solidarité une attente trop importante de la poche de l'autre.
Vous voyez, il y a beaucoup plus d'attentes financières, il y a beaucoup plus... C'est comme si on exigeait un peu trop du frère ou du cousin ou du grand-oncle. Ce qui n'était pas exactement comme ça au départ. Avec nos aïeux, nos ancêtres, nos parents. Ce n'était pas le cas. Si un enfant émergeait, c'est qu'on le bénissait davantage. D'abord, c'est une fierté. La première solidarité était une forme de fierté, de reconnaissance à Dieu pour que cet enfant continue à avoir des moyens et à porter le nom de la famille. C'est mon grand frère, c'est mon cousin, c'est mon grand-oncle qui est à tel endroit. C'est toute une fierté pour les grands-parents. Ouais. Et on lui posera de façon délicate les problèmes, sans l'étouffer, sans l'envahir. Même pour venir le visiter, on l'informera. Ou tout au moins, on le fera avec beaucoup de galanterie. Et quand il va recevoir ses parents, c'est tout un honneur pour lui de dire « Ah, ma mère est venue » ou « Mon père est venu » et il s'organise pour l'accueillir. Mais on n'est pas dans l'étouffement, on n'est pas dans les demandes répétées ou précipitées. Donc il y a un glissement de quelque chose. Parfois, ces demandes répétées vous donnent l'impression que c'est une obligation en fait de pouvoir apporter votre assistance, votre aide à l'autre. C'est une insécurité carrément. C'est une insécurité parce que quand on vous le demande un peu trop, ça commence par vous travailler dans la tête. Vous ne vous sentez pas en sécurité parmi les vôtres. Vous êtes différent. Que me veulent-ils concrètement? Vous êtes un peu comme un étranger. Vous êtes un peu même comme un persécuteur, quelqu'un qui vient peut-être s'asseoir sur les intérêts des autres. Et maintenant, en retour, il faut qu'il vous pompe un peu, vous épuise. Puisque vous êtes psychologue, justement, vous aurez à nous dire un peu quelles sont les implications, les conséquences, les retombées négatives pour l'équilibre d'une personne qui se sent à la limite même harcelée par ces différentes sollicitations de la part des uns et des autres. Alors, Monsieur Younas, on voudrait bien aussi avoir vos impressions à la suite de ce Voz Pop qui est passé. Vous avez pu retenir quand même quelque chose, vous partagez? Beaucoup, et je ne partage pas tout. Qu'est-ce que vous ne partagez pas? D'abord, ce qui me paraît bien, c'est qu'il est vrai, la générosité et les faveurs, au lieu d'être quelque chose de naturel, de parfois, et en recevoir un merci, devient ton obligation, ou disons même ton devoir. À partir de quel moment vous vous sentez que cela devient une obligation? Oui, non, c'est ce qu'on te transmet parfois, qui te fait sentir, mais moi je l'avais fait pour juste apporter, pour juste aider. Et du coup, tu sens que, bon, c'est comme si tu es obligé à le faire. C'est ça. Sous-entendu, une menace. Au cas où vous ne le feriez pas? Non, c'est-à-dire que personne ne te menace directement, mais tu sens un poids. Tu sens planer sur ta tête. Du coup, tu te dis, mais je suis en train de le faire bien, ou qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, je vois... je ne suis non plus pas Papa Noël. Moi, je ne résous pas les problèmes de tous les membres de ma famille. C'est ça. Ni proches, ni élargis. Je sais que je suis quelqu'un de très généreux. Donc, vous êtes d'accord avec la dame qui a dit, c'est vrai, il faut aider, mais il faut avoir des limites. Elle a utilisé. Cette dame, permettez-moi, et je lui présente toutes mes excuses, et elle vit dans la peur. Oui. Et il ne faut pas vivre dans la peur. Il faut avoir peur de rien ni de personne. Il ne faut pas penser... Mais est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas vivre dans cette peur lorsque on ne sait pas... Jamais. Parce que quand tu vis dans la peur, tu penses négativement. Et quand tu penses négativement, tout ce que tu crois, tu finis par le créer. Parfois, c'est quelqu'un qui est très craint au village, qui t'appelle, qui te demande de l'aide. Oui. Et toi, tu penses que, bon, si je l'aide maintenant, peut-être avec mon propre argent, parce qu'on m'a raconté quelqu'un allait faire mal contre moi et c'est la sorcellerie. C'est quand tu penses comme ça, quand on pense comme ça, on finit par créer ça. D'accord, très bien. Et l'autre peut-être n'a encore rien fait. Quoi. OK. Oui, dans cette émission, nous avons l'habitude d'appeler au téléphone un expert pour se prononcer sur la question. Et nous sommes
en ligne avec Ernest Gbagidi, vous le connaissez très bien. Il est président d'association de consommateurs. Il défend les consommateurs. Aujourd'hui, il intervient dans cette émission pour nous donner sa lecture de cette assistance. J'espère qu'il est en ligne. Monsieur Ernest Gbagidi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Très bien. Nous parlons aujourd'hui de l'assistance à la famille élargie. Est-ce un acte de générosité ou une obligation? Alors déjà, dites-nous pourquoi les regards sont généralement tournés dans une famille vers celui ou celle qui a pu tirer son épingle du jeu. Non, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Non, je crois que c'est une pratique qui est culturelle. Hein. Sociologiquement parlant, vous savez, l'Africain est solidaire. Et au Bénin, c'est un peu plus développé. Dans une famille, l'entraide est tellement développée au point où, quand quelqu'un est dans une situation de précarité, celui qui en a le plus a tendance à le secourir. Donc, c'est cet esprit de solidarité et de générosité qui s'est transformé progressivement en une exigence au niveau de certains, malheureusement, parce qu'une aide ne saurait être transformée en une exigence. Tout à fait. Et nous avons connu même dans des coins de notre pays où chaque soir même, on réserve toujours le repas du visiteur éventuel. Vous voyez jusqu'où la culture est allée. Là, c'est dans le milieu Bariba. Voilà, il se pourrait que quelqu'un soit de passage, il faut que tu vas manger. Donc, c'est carrément culturel, c'est une solidarité culturelle. Mais on a constaté les jours à venir que certains de mauvaise foi ont glissé sur une exigence, au point où quand vous ne le faites pas, il y a un regard qui n'est pas très bien et on interprète, on vous traite de quelqu'un qui ne peut pas compatir. On pense que vous êtes le pingre. Que vous êtes un pingre, ce qui n'est pas du tout le cas, parce que vous avez aussi vos propres problèmes à régler. Tout à fait. C'est allé au point même que quand vous avez un oncle, une tante qui a 2, 4, 5 enfants qui ne peut pas soutenir, c'est de manière spontanée qu'on arrive à aller chercher l'un d'entre eux pour l'aider et suivre son éducation. Aujourd'hui, vous savez, les conditions sont difficiles pour tout le monde, chacun se cherche. Au point où, quand je dois le faire, il faut que j'évalue mes propres moyens avant d'aller chercher une nouvelle charge. Ouais. Ceux-là qui ne veulent pas faire assez d'efforts pensent que quand vous ne le faites pas, c'est que vous ne voulez pas aider les autres. Et je dis bien, c'est devenu une exigence, ce qui a dénaturé effectivement cette culture africaine qui est une culture très bien d'ailleurs. Effectivement. Mais lorsqu'il vous arrive, par exemple, de dire non, je n'ai pas les moyens de faire face à cette sollicitation, je ne peux pas aider, est-ce qu'on s'expose, ce faisant, à des risques au sein de sa famille? Il y a d'énormes risques, il y a assez de commentaires. Au point où il y a des gens qui n'arrivent même pas à se faire plaisir et à faire plaisir à leur petite famille parce que quand on va les découvrir dans ces positions, dans ces conditions, vous voyez ce que ça pourrait générer comme commentaire, comme conséquence. Il y a des représailles indirectes, et parfois de manière directe. Donc, c'est devenu très... Vous êtes en situation de menace, quand vous ne le faites pas. Alors que l'esprit de départ, ce n'était pas du tout ça. C'est pour quand même vivre en communauté et de manière conviviale. Donc, il va falloir que même vous allez jusqu'au mendiant aujourd'hui, qui vous demande de l'argent, vous ne lui donnez pas, il a tendance vraiment à vous insulter. À rogner, à vous insulter. Vous voyez jusqu'où, alors que le mendiant, il est là, on doit pouvoir lui donner, mais lui, il en fait aussi l'exigence. Mais vous savez, c'est vrai que même le mendiant, il estime que vous êtes en voiture, que votre situation est meilleure à la sienne. À lui porter assistance. Oui. N'est-ce pas un devoir pour vous? Non, pas un devoir, non, c'est de la générosité. La mendicité, bon, qui vous dit que lui qui est en situation de mendiant, il est réellement un mendiant? Ah oui. Mais, donc, il est en position de demande, il ne peut pas en faire une exigence. D'accord. S'il y a des généreux, on va lui donner, si on ne lui donne pas, bon, il doit s'en tenir au peu qu'il a. Mais lui, il pense
que vous avez l'obligation de partager. Mais Monsieur Ernest Gbagidi, est-ce qu'il arrive des cas où, même si vous n'en avez pas, vous êtes tenu même d'aller faire un prêt et de régler le problème? Je prends le cas souvent des belles familles où on vous appelle pour vous dire que votre belle-mère ou bien votre beau-père ou bien un beau-parent est vraiment souffrant. On passe par l'épouse pour vous l'imposer. Est-ce que vous pouvez vous soustraire à cette sollicitation? Non, moi je crois que, bon, si vous allez vous endetter, si c'est des cas de maladie, et vous savez que votre épouse a une obligation vis-à-vis de ses parents, et il vous revient de l'assister, bon, je ne trouve pas d'inconvénient. Encore qu'il va falloir que vous le fassiez aussi dans votre propre famille. Donc, si c'est le cas de maladie, bon, on peut encore comprendre, mais pas s'endetter au point où cela vous retourne aussi dans la précarité. Donc, le cœur peut vous amener parce qu'ils sont en situation de besoin pressant et quand on n'agit pas en un temps T, il peut y avoir des situations irréversibles. Je pourrais comprendre, mais quand ce n'est pas des cas sérieux, où on dit il y a un enterrement à faire et votre épouse vous met la pression dessus, et parce que ses soeurs aussi doivent s'amener, vous rentrez dans ça, moi je ne mets pas ça dans le coup de la générosité. La générosité, c'est quand la situation elle est préoccupante, elle est critique, et vous voulez porter assistance, et je trouve ça pertinent. C'est ça. Donc, oui. Merci beaucoup, Monsieur Ernest Gbagidi, d'avoir partagé avec nous votre réflexion par rapport à cette situation, à ce sujet, à ce fait de société, justement. Merci beaucoup. Bonne journée à vous aussi. Bonne journée à vous aussi. Merci beaucoup, Monsieur Gbagidi Ernest. Agréable journée de travail à vous. Aussi, merci Roch pour cet entretien que nous avons suivi quand même avec beaucoup d'attention sur le plateau et je suppose aussi avec nos amis de l'autre côté qui nous suivent. Alors, un autre aspect du sujet, c'est déjà de voir les conséquences, les implications. Et notre expert, M. Gbagidi, est déjà revenu sur un aspect que j'ai noté tout de suite, la précarité. Est-ce qu'à force d'aider à répétition, la générosité à outrance ne conduirait-elle pas à la précarité de celui qui aide, Madame Alibono? À son appauvrissement, oui. Oui. Il n'y a pas de capital qui ne s'épuise pas, même si c'est un capital humain, que ce soit même les émotions, que ce soit les sentiments, les pensées ou toute autre chose, ou que ce soit du matériel, toute chose est périssable. Si on n'en ajoute pas, si on n'entretient pas et qu'on l'utilise, ça finit par finir. Alors, donc, quelqu'un qui est tout le temps dans la générosité, il faut aussi questionner son propre fonctionnement. Qui est-il pour donner tout le temps, tout le temps? Est-ce que lui-même déjà se sent en redevabilité par rapport aux autres? On le lui demande, d'accord, mais quelle est sa position dans la famille? Quelle est son histoire personnelle? Qu'est-ce qu'il doit si tant aux autres pour être que dans la générosité? Mais vous savez, parfois, c'est la famille qui se cotise pour aider celui-là à se hisser. Vous savez, dans certains milieux, par exemple, pour, comment ils appellent ça, les immigrations et autres, les émigrations, mais c'est la famille qui encourage, même qui se cotise de l'argent, remet à celui-là pour dire, toi, va en ville, va te chercher. Il est un peu comme le représentant de la famille, celui sur qui tout le monde porte l'espoir. Est-ce que vous pensez que celui-là, il peut se dérober justement des aides, des sollicitations qu'on va lui faire? C'est pour ça que je parle de l'histoire. Je parle un peu de comment cela a été construit, quelle est cette personne-là qui doit aux autres. Mais même si c'est un commerce et qu'on y met un capital important, mais on ne peut que se contenter du bénéfice. On ne commence pas par puiser encore dans le capital. Sinon on va tuer le capital. Donc si la famille met suffisamment de ressources en termes même d'intention, en termes d'émotion, en termes de pensée et en termes matériels pour que quelqu'un puisse émerger, et qu'en retour, qu'il est normal que cette personne aide également les jeunes personnes. Mais c'est tout naturel. C'est tout naturel. C'est tout naturel. Ce n'est plus vraiment dans un sens de je viens vous donner, je viens vous donner, mais je viens tenir un peu la main parce qu'on m'a tenu la main. Exactement. Donc c'est un geste naturel. Mais quand on est dans un autre élan où qu'il faut vraiment, il y a quand même des conséquences négatives. Et Ernest Gbagidi a parlé tout à l'heure de la belle famille où quand il y a
un décès, on dit c'est vous qui supportez par exemple les tissus, voilà, tout et tout, alors que vous-même, vous n'avez pas les moyens. C'est généralement sur vous, les femmes, que pèse cette pression de la belle famille. Comment arrivez-vous à vous en sortir et à gérer ça avec vos époux? Ouais. Ben, je pense que c'est aussi une question toujours d'éducation, une question de caractère, de carrure personnelle. Vous voyez, de la vision qu'on a. La question de funérailles, elle est têtue. Il faut avoir vraiment une certaine personnalité pour tenir devant les demandes qui viennent, à n'en pas finir par rapport aux funérailles. Mais en réalité, dans la tradition, pour enterrer quelqu'un et faire les obsèques, ça n'a pas besoin de si tant de dépenses. Donc, il y a eu forcément à un certain moment un glissement, une façon d'exagérer un peu dans les choses. Et chaque famille devrait avoir un mode de fonctionnement. Monsieur Baguedi, nous insistons un peu avec vous parce que vous êtes psychologue, hein, pour qu'on puisse voir un peu comment se sent cette personne-là qui est harcelée, les conséquences négatives dans sa vie, sur le plan émotionnel et tout, rapidement, madame. Cette personne ne dit même pas tout ce qu'elle ressent, parce qu'elle ressent même des choses intérieures qu'elle interprète. Elle peut ressentir de petits signes qui ressemblent à un inconfort, à un sentiment d'insécurité. Et elle peut même se dire, bien, ou bien les gens ne m'aiment pas si tant. Et si je ne le fais pas, est-ce qu'ils ne vont pas me nuire? Donc, il commence par développer des formes de pensée qui le mettent un peu en écart. Et qui le rendent même malade. Eh bien oui, et qui peuvent perturber ses émotions et qui vont le mettre un peu en retrait. Peut-être au départ, il était très naturel à aller vers, même s'il donne, il accompagne le don. Mais à un certain moment, il peut commencer par faire les dons sans accompagner physiquement le don. Donc, du coup, la solidarité prend une allure mercantile. Il donne ce qu'il a donné, mais présentiellement, émotionnellement, il n'est plus là. Il n'est pas équilibré, il n'est pas là. Est-ce que vous vous sentez à un moment donné dans cet état qu'a décrit Madame Aligbono, parce que vous êtes de l'autre côté, on voit que vous avez réussi entre griffes, vous. La dame, elle a tout dit. Mais nous allons apporter. Et je remercie franchement cette considération de me faire participer à cette émission. Parce que je voudrais faire passer un message à travers les deux anecdotes. Je suis rentré en Espagne en décembre 2000. J'ai connu un monsieur qui avait déjà passé 20 ans en Espagne, à Valencia. Ce monsieur, quand moi je faisais 10 ans, c'est-à-dire qu'il faisait 30 ans, il n'était jamais retourné au Sénégal chez lui. Il avait peur de rentrer parce que le rêve était qu'il se réalise pour pouvoir aider la famille. Il a passé jusqu'à la minute où je vous parle, à moins que quelque chose ait changé. La divinité qui vit en lui ait changé les choses. Il continue de vendre des colliers, des articles faits artisanat dans les bars de Valencia. Tout le monde le connaît. Il est très connu. Alors, quand il faisait 30 ans, il n'était pas encore rentré chez lui. Donc la communauté sénégalaise s'est réunie pour cotiser entre eux et l'envoyer à Dakar pour revoir la famille. Il avait une peur de rentrer parce que si je rentre maintenant, qu'est-ce que je vais amener à mes petits-enfants? Parce qu'il y a eu déjà des petits-enfants qui ne l'ont jamais connu. Donc à mes enfants, à mes petits-enfants, à la famille, mes neveux. Voilà, il vit, c'est l'effet négatif de l'affaire. À part ça, humblement et personnellement, j'ai eu à donner des concerts à Valencia pour héberger des sans-abri. Nos frères africains qui venaient un pas terrasse. Ils aboutissaient à Canarias, et Canarias égorgés, les dérivaient à d'autres villes de l'Espagne. Ceux qui finissaient à Valencia vivaient sous un pont, le pont d'Ademuz, dans la ville de Valencia, c'est en plein centre-ville, et c'est une situation, quand tu vas vers eux, quand tu parles avec eux, j'ai eu à travailler beaucoup, parce qu'il fallait faire des images, et ils ont peur que leurs images
aillent en Afrique, quand ils sont sous le pont, mais quand la situation s'améliore et on reste à côté d'une voiture, on fait une photo pour démontrer ici que l'Europe est super bien. Et donc, moi, j'ai eu à travailler avec des gens qui ont accepté de faire un vidéoclip avec moi. De ces genres de témoignages, on en trouve rarement. Vraiment, merci beaucoup. C'est sincère, c'est vrai. C'est à quoi j'ai eu à me dédier à Valencia, indépendant d'être musicien. Et c'est... Vous êtes un homme, un artiste grand cœur. Merci beaucoup, Jonas. Et nous allons passer à la lecture, parce que le temps passe, à la lecture de quelques messages avec Rock. Nous allons aller très rapidement. Il y a quelques messages que nous avons. Il y a un téléspectateur qui nous a dit, par rapport à ce sujet, il dit, à mon avis, ce n'est pas un problème d'aider les membres de la famille, mais certains le prennent comme si c'était un droit. Or, l'amitié n'est pas une prise en charge. L'autre chose aussi est que certaines personnes de mauvaise foi prennent ce que vous leur donnez et l'utilisent à des fins négatives sur vous, et c'est vraiment triste. Il y a Olga Kamlan qui dit « En aucun cas, l'assistance financière à la famille élargie ne doit pas être une obligation, au contraire, un acte de générosité et volontaire. Non, si nous le faisons, cela sous-entend que nous nous chargeons de notre famille. Nous n'avons pas demandé à naître dans une famille. Celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. » De mon avis, non, en le faisant, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des risques? Il dit non, en le faisant, nous nous attirons de bénédictions, mais nous ne devons pas le faire de façon égoïste et hautaine. Que dire c'est à moi, ou dire c'est moi ou rien. Il y a trop d'avantages en le faisant, c'est-à-dire assister la famille élargie, mais ne vous endettez pas pour le faire, pour être bien vu par la famille. Il y a Dr Gypsy à Gavoedo qui nous a envoyé un très bon message. Il dit ceci, 1. La solidarité est traditionnellement un devoir social ou une obligation réciproque d'aide et d'assistance ou de collaboration gracieuse qui existe entre les personnes d'un groupe ou d'une communauté du fait du lien qui les unit. Je voudrais souligner obligation réciproque et rappeler que la solidarité doit être encouragée sous toutes ses formes. Quant à l'assistance financière, elle ne peut pas être une obligation au même titre que la solidarité. On ne donne que ce que l'on possède. Il est cependant pas possible de se soustraire à la solidarité familiale, surtout financièrement. Tu viens de quelque part et ton épouse aussi. Nos parents géniteurs ou adoptifs doivent être privilégiés. Tout est dans la mesure. Et le risque de gagner une nouvelle femme, quand on parle de choses-là, des risques, il dit le risque de gagner une nouvelle femme dans la belle famille. C'est le risque lorsque vous êtes trop généreux vis-à-vis de la belle famille, on peut vous donner encore une autre seconde femme. Et puis, pour les avantages à étirer, il dit les bénédictions de la vie. Il y a d'autres messages très rapidement. Freshlin Agbemadon qui dit c'est une responsabilité d'aider la famille. En le faisant, ça vous honore. Si vous avez l'habitude de donner, vous ne manquerez jamais. Voilà. On ne va pas rechercher l'honneur au détriment de sa santé mentale, au détriment de son bien-être. N'est-ce pas, madame? Et c'est avec vous, en même temps, on est en train de faire le dernier tour de table. Tout à fait. Merci bien. C'est vrai qu'il faut rechercher son équilibre. Hein. On dit souvent qu'il faut secourir sans succomber. Mais je voudrais juste dire, en finissant, qu'il y a quand même des responsabilités sacrées. Il y a des choses que nous avons l'obligation de faire, que ce soit dans la famille immédiate ou dans la famille élargie. Il y a des responsabilités sacrées qui font forcément rejaillir sur nous des formes de bénédiction, des formes de prospérité, que ce soit d'un point de vue religieux, d'un point de vue spirituel, psychologique, émotionnel et autres. Le fait de donner, le don de soi est quelque chose d'important. Le fait de donner, c'est important. Et ça rééquilibre un peu ce qu'on est soi-même, mais en le faisant en toute intelligence. Merci beaucoup. Madame Ali Gonon, on va faire le même exercice avec vous, Monsieur Jonas. En même temps, c'est votre mot de la fin. D'accord. Mon mot de fin, je l'avais déjà dit au départ, je crois, que nous sommes nés avec deux mains, pas pour tout bouffer tout seul,
Sinon, nous servir d'une et de laver l'autre, vice-versa. C'est ça. Et j'en reviens à dire que la dame, elle avait dit quelque chose tout à l'heure, avant-hier, là, que l'argent qui ne se multiplie pas finit. En quelque sorte, quand tu es là, tu donnes. Un jour, tu peux te retrouver. L'argent va tarir. Tu peux finir par être un cas social, même toi. Ouais. Et je pense que nous devons en tenir compte. Et pour l'aspect famille et proche élargi et amis, moi, je suis quelqu'un qui a compris la chose d'une autre manière. Je suis capable, je le dis, et ceux qui me connaissent le savent, je suis capable d'écouter mon frère biologique dans une situation, ne pas l'accompagner, mais accompagner quelqu'un que je n'ai jamais connu de ma vie, vu l'importance de sa situation. J'ai appris à faire les choses comme ça, et non dire la famille, la famille. Parce que parfois, tu as un frère qui est juste un ami, mais un frère né dans une autre famille. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de choses dont il faut tenir compte. Si comme dans la tête, c'est ma famille proche, et je dois. Je pense que le retour n'est pas souvent, parce qu'on dit. Absolument. Mais les gens qui sont plus proches sont les plus ingrats parfois, excusez-moi, mais on ne sait pas. Quoi. Vous avez tout dit. Chacun essaie quand même de lire entre vos propos, n'est-ce pas, entre les lignes de ce que vous êtes en train de dire les là. Conseils à tirer. Oui, les gens vont essayer de tirer de la substance là-dedans. Absolument. Je crois que nous sommes à la fin de ce plateau qui a été bien riche. On va faire la chute avec je tiens à dire merci. Merci à nos invités. Je rappelle Madame Segbede Alibono. Oui. Elle est docteur psychologue clinicienne en service au CNHU. Merci d'être passé. Et merci également à Kwame Vincent Jonas. Il est artiste, musicien et il vit en Espagne. Merci également d'être passé dans cette émission.